a vu votre tribune dans Le Monde hier, à l'occasion du Black Friday. La logistique aujourd'hui n'est plus une question parisiano-parisienne, mais une question de la métropole du Grand Paris, oui, avec le pacte pour une logistique métropolitaine. C'est la bonne échelle pour agir? D'abord, je pense qu'il y a plusieurs échelles pour agir. Oui, l'échelle métropolitaine, ou en tout cas l'échelle de la ville dense, c'est la bonne échelle pour agir. En même temps, il se trouve que vous avez la ville de Paris, que vous avez des PLU qui sont différents, que la question logistique, elle est aussi traitée dans les PLU. Donc, quand on dit c'est la bonne échelle, la réponse est oui, mais en même temps, vous êtes quand même obligé d'agir à d'autres échelles. Et puis, vous avez la logistique, vous savez, c'est un ensemble, c'est comme des poupées russes avec des ruptures de charge. Et donc, vous avez des centres qui sont en dehors de la métropole, qui sont à l'échelle de l'Île-de-France. Et vous avez même d'autres centres qui sont en dehors de la région Île-de-France et qui sont à l'échelle du pays tout entier, dans les Hauts-de-France, ou en tout cas dans les régions, dans les régions voisines. Mais ce qui me paraît évident, c'est que aujourd'hui, l'essentiel des regards, l'essentiel de la réflexion se focalise sur la logistique du dernier kilomètre, parce que c'est le grand sujet, si vous voulez, c'est le grand sujet en matière de coût, c'est la partie la plus chère de la chaîne de valeur logistique, c'est le grand sujet en matière de pollution et de congestion, et c'est le grand sujet en matière d'organisation des hubs, c'est-à-dire de ce que nous appelons des espaces de logistique urbaine de proximité, où l'on peut gérer ce dernier kilomètre. Parce que pour qu'il y ait un dernier kilomètre, il faut qu'il y ait un endroit où il y ait une rupture de charge permettant la livraison à pied, la livraison en vélo cargo ou en triporteur électrique, etc. Donc, si vous voulez, c'est aussi ça la raison pour laquelle la ville de Paris est au premier rang, en quelque sorte. Hein. Je suis convaincu que la livraison à domicile en Seine-et-Marne pose moins de problèmes que la livraison à domicile dans le quartier du Marais. Donc c'est pour ça aussi que nous sommes en quelque sorte les bêta-testeurs de quelque chose qui pourrait se transformer très rapidement en cauchemar. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette tribune avec notamment le maire du 4e, Ariel Veil, qui est concerné au premier chef, compte tenu de le caractère extrêmement dense et extrêmement étroit des rues de son arrondissement. Aujourd'hui, si nous laissons faire, il faut se rendre compte d'une chose qui me paraît essentielle. Hein. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'hostile à la liberté du commerce et au principe du marché. Chacun le sait. Je dis simplement que la régulation par le marché et l'autorégulation dans l'espace public d'une ville dense, ça ne marche pas. Voilà. Et que donc, on est obligé de réguler, on est obligé de réglementer, on est obligé d'organiser, et même, parce que la taxation est un simple outil de régulation, hein, la taxation n'est pas un but en soi, c'est un outil de régulation, eh bien on est obligé de faire en sorte que les externalités négatives soient payées par ceux qui les produisent. Parce que ce qui est scandaleux dans le modèle d'Amazon, c'est qu'ils ne payent rien. Mais ce qui s'appelle rien du tout. On se plaint qu'ils ne payent pas d'impôts à l'échelle nationale, mais ils ne payent aucun des impôts à l'échelle locale, puisqu'ils n'ont pas, comme les opérateurs de commerce, des magasins. Hein, ils ont simplement des lieux de stockage. Et même quand on met des contraventions aux camionnettes qui pourrissent la vie des Parisiens, c'est pas eux qui les payent, ce sont les malheureux propriétaires de ces camionnettes, qui souvent d'ailleurs sont des petits entrepreneurs indépendants, ou parfois c'est la Poste, mais en tout cas c'est pas Amazon. Et donc, si vous voulez, on est dans l'exemple presque parfait de ce qu'on appelle le passager clandestin dans la théorie économique. Vous voyez, ils ne payent rien nulle part. Ils utilisent comme des malades l'espace public, ils détruisent l'espace public, ils polluent l'espace public, ils encombrent l'espace public et ils ne payent rien. Voilà. Et ça ne peut plus durer, ça ne doit plus durer. Harry Barreman, justement. Harry Barreman, justement, vous payez les gens pour qu'ils livrent les autres. C'est un autre modèle économique.
Ouais, alors nous on est parti d'un constat. Il faut savoir que 80% des fois où on fait les trajets en zone urbaine, ce sont des trajets qu'on fait au quotidien. Donc maison, travail, maison, école, université, etc. Et nous on s'est dit, mais en fait aujourd'hui, la nature nous envoie de véritables signaux très forts, très puissants, via des incendies, extinctions, etc. qu'il faut... Alors c'est un problème, mais il faut trouver une solution. Et la solution, c'est plus une solution économique, j'ai envie de dire. Et à partir de là, on a réfléchi et on s'est dit, mais pourquoi pas profiter de ces trajets qui sont dans tous les cas effectués par des particuliers pour apporter via la technologie une solution qui va permettre finalement à ces particuliers, alors pas que des particuliers, que nous on va finalement, ceux qui sont intéressés, former et s'assurer que ça se déroule bien pour leur demander d'effectuer de la livraison entre communautés. Donc c'est une activité, donc qu'on soit à pied, en vélo, triporteur, peu importe. C'est juste de se dire que de toute façon, ce trajet va être effectué et on a la possibilité, moi j'ai la possibilité d'arrondir mes fins de mois et donc pour un particulier, c'est une activité qui s'arrête à 300 € par mois, on ne peut pas aller au-delà. C'est la moyenne est de combien environ? C'est le plafond qui nous est imposé, hein, c'est 300 €. Et la moyenne est de... Alors aujourd'hui, on a des gens qui sont beaucoup plus demandeurs que d'autres, et du coup, c'est une activité qui a un impact social qui est très important, puisque toutes ces personnes qui sont intéressées pour aller au-delà de ce plafond, on l'oriente vers un organisme qui est partenaire, la FIDAE, pour qu'il arrive à trouver une solution juridique, légale, et donc l'aider à se réinsérer dans le monde du professionnel et réinsertion sociale et professionnelle. Et ça, on arrive à le faire donc avec la solution MyBoxman. MyBoxman, donc, qui est une application technologique qui permet en fait à tout le monde qui font des trajets au quotidien d'aller livrer sur son trajet et donc contre cette livraison d'arrondir ses fins de mois qui est limitée à 300 € pour un particulier, sauf si ce sont évidemment des entreprises, des coursiers pros, des freelances, etc. Voilà la solution aujourd'hui proposée. Donc c'est une solution qui a un impact écologique, c'est une solution qui a un impact sociétal. Et c'est ce qu'on fait avec MyBoxman. Alors, ça, c'est la solution aujourd'hui qu'on propose dans les zones urbaines. Donc, les zones qui sont essentiellement les ZFE, hein, les plus concernées, mais pas que. Les zones à faible émission. Merci. Exactement. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, MyBoxman, il est présent pas que dans ces villes-là, puisque les petits villages, les petites villes sont aussi concernées, mais je crois qu'on va y revenir après. Et aujourd'hui, la solution, elle est présente à Poitiers, à Saumur et dans des villes encore plus petites, où la demande du service du consommateur à domicile est encore finalement plus importante. L'impact écologique, vous l'avez évoqué. Comment, vous, chez Engie, vous pouvez justement aider les opérateurs à verdir leur flotte? Parce qu'aujourd'hui, c'est des véhicules en stationnement qui polluent. Eh bien, d'une manière toute simple, c'est qu'aujourd'hui, moi, mon mandat, c'est pas de vendre de l'énergie, c'est d'aider mes clients à réduire leur empreinte carbone. Et une fois que vous entrez dans cette logique, vous êtes dans une logique complètement différente de celui qui vient juste vendre du gaz, en l'occurrence pour Engie historiquement. La transition énergétique, il n'y a pas de sujet, hein, elle est tirée aujourd'hui, elle a été poussée par les États, mais elle est tirée aujourd'hui par les entreprises et les collectivités. Et la ville de Paris en est une parfaite illustration. Face à des enjeux qui sont majeurs, des enjeux de santé publique, des enjeux d'attractivité, des enjeux évidemment aussi de justice sociale, de compétitivité des territoires. Et la logistique en est une des représentations les plus manifestes. Quand on regarde en fait les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui au niveau national, c'est très simple, on voit les transports, c'est à peu près 40%, et donc c'est un segment à attaquer massivement et où en fait l'objectif c'est de réduire avec les solutions qui existent, mais aussi en fait en changeant de perspective. C'est-à-dire que grosso modo, moi je suis pas très malin, j'écoute ce que disent les gens plus intelligents que moi et notamment les scientifiques du GIEC qui nous disent dans leur perspective à 2050, en fait premièrement abandonnez l'idée que vous allez remplacer tout ce qui existe aujourd'hui qui est gris par du vert, ça marchera pas. Ça, c'est du replace, c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas toute la solution. Il va falloir mettre en place des stratégies de avoid, des stratégies de shift, c'est-à-dire des stratégies où on va être au plus près du besoin et on va à chaque fois se demander, très concrètement, si on l'applique à la logistique, eh bien, ce kilomètre qui existe, est-ce que c'est un kilomètre nécessaire?
Est-ce qu'il n'y a pas de solutions qui vont permettre d'éviter ce kilomètre? Le kilomètre le plus vert, c'est le kilomètre qu'on ne fait pas. Les solutions aujourd'hui qu'on utilise, est-ce qu'elles sont optimisées? Est-ce qu'on peut aller vers des formats plus souples, plus légers, plus foisonnants? Et pour tout ce qui reste, pour tout ce qui est, je ramène encore une fois à la logistique des poids lourds, les transports longs, où encore une fois, il faut être lucide, hein, les poids lourds ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelles sont les solutions immédiates qu'on peut apporter pour décarboner aussi cet usage et réduire l'empreinte carbone? Et en fait, une fois que vous êtes dans cette posture, déjà vous allez apporter tous les carburants alternatifs les plus pertinents pour chacun des usages. Et grosso modo, l'image qu'on a, nous, et encore une fois, en suivant des gens plus intelligents que nous, c'est pour le lourd, pour le massif, il faut passer au biogaz. Pour le léger, pour le foisonnant, pour l'intra-urbain, de l'électricité autant que possible, mais aussi de la mobilité douce, déplacement à pied, vélo, etc. Et en même temps, garder une vue sur l'avenir. Et donc, nous, en tant qu'industriels, c'est notre responsabilité. Et développer de l'hydrogène. L'hydrogène qui aura de plus en plus, en fait, à long terme, une place prépondérante, qui ira, en fait, comment dirais-je, assumer tous ses besoins en transport lourd, en transport intensif, et qui permettront, en fait, pour nous, en fait, d'une certaine manière, d'être le miroir et d'être l'apporteur de solutions en général à toutes les solutions techniques qui seront développées. Et à chaque solution technique, on apportera le carburant pertinent. C'est l'œuf ou la poule? C'est d'abord est-ce que c'est le transporteur qui doit montrer l'exemple ou la collectivité, Olivier Leroux? Moi, je pense que c'est une responsabilité conjointe. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité pour la collectivité, une responsabilité pour le transporteur. Je pense par contre, par rapport à ce que vous disiez, que la collectivité ne doit pas sanctionner, mais encourager. Je pense quand même toutes les mesures qui sont prises pour éviter la congestion, pour verdir la livraison en ville. Donc, au niveau du transporteur, moi, je pense très simplement qu'on doit se tourner vers des moyens propres, vélo cargo, vélo électrique, hydrogène. Je vous rejoins sur l'hydrogène, on n'en parle pas beaucoup, on parle que de l'électrique, mais on croit beaucoup dans l'hydrogène, nous aussi. Et on doit aussi travailler sur la data, c'est important, parce que plus on travaille sur la data, plus on évite le transport vide, parce que ça, c'est un autre problème aussi, c'est qu'il faut éviter que les camions soient remplis qu'à moitié, ou les vélos. Donc, il faut travailler sur la data. Au niveau de la collectivité publique, je dirais que, il y a une responsabilité pour inciter effectivement les gens à prendre des moyens propres et à les acheter pour les mettre en place. Et il y a une responsabilité aussi au niveau des infrastructures. Alors moi, je vais dire quelque chose, c'est qu'on dit toujours qu'est-ce qu'on doit faire. Mais déjà, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser ce qui existe. Donc moi, je vais vous donner un petit exemple. J'étais un vrai automobiliste quand je suis arrivé à Paris et j'étais contre le Vélib. Mais vraiment. Je trouvais ça embouteillage partout, etc. J'ai découvert le Vélib il y a 5-6 mois et j'ai découvert du coup les pistes cyclables de Paris. Parce que vous les découvrez que quand vous êtes sur un Vélib en fait. Et aujourd'hui, ce que je trouve dommage, c'est que si on parle des vélos cargo, etc., aujourd'hui, il y a des réelles autoroutes de Vélib à Paris, enfin pour des vélos, qu'on n'utilise pas assez selon moi. Et donc je pense qu'on doit s'appuyer aussi sur les infrastructures existantes, les pistes cyclables, pour faire rouler justement ces triporteurs, ces Vélib, ces vélos cargo et autres moyens qui ne sont pas des camionnettes. Et je conclurai là-dessus. Sur la partie infrastructure, il y a également la partie effectivement borne, sur laquelle on doit travailler pour pouvoir effectivement alimenter des moyens de transport verts. Jean-Louis Missica, aujourd'hui, il existe, vous pourriez évidemment parler des pistes cyclables, mais aujourd'hui, il existe une seule station de recharge en hydrogène, Pont de l'Alma, qui est surtout pour la flotte de taxi Hype. Oui. Il va y en avoir une autre, notamment sur l'ancien site de la station-service au pied de la maison de la radio, et une autre, je crois, à Bercy. Il faut savoir que sur cette question des stations hydrogènes, on est face à des très grandes réticences des riverains. Et on a lancé une expérimentation assez intéressante dans le nord de Paris, dans notre quartier d'innovation urbaine, où au lieu que ce soit le camion qui va à la station fixe, c'est une station mobile qui se déplace vers les camions. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de station mobile, d'ailleurs, qui est pratiquée aussi par Peugeot pour ses véhicules électriques. Donc, vous avez des stations mobiles de rechargement qui vont recharger les véhicules plutôt que d'amener les véhicules à des stations fixes, parce que c'est peut-être une des solutions pour traiter cette question de la charge hydrogène dans les zones denses, où c'est tellement compliqué de convaincre les riverains
d'accepter une station à proximité de chez eux. Mais je suis d'accord, le maillage en station à hydrogène a besoin d'être accentué. En ce qui concerne les stations bornes de chargement, à quelque chose malheur est bon, le crash d'Autolib nous a permis de lancer un appel d'offres qui va faire de Paris la ville au monde qui aura le plus de bornes de chargement lentes, rapides et ultra rapides. Et cet appel d'offres est lancé, le marché devrait être attribué en 2020, et donc ça veut dire que dès 2021, il n'y aura plus aucun problème de chargement électrique dans Paris, et je dirais même dans la Petite Couronne, si les maires de la Petite Couronne font la même chose que nous avec leurs bornes Vélib, puisque vous savez que c'était un bien de retour, et donc chaque mairie a hérité des bornes Autolib qui étaient sur son territoire. Alors, oui, les autoroutes à vélo, les rêves, réseau express vélo que nous avons construits, nous les avons conçus aussi pour pouvoir accueillir des vélos cargo et donc toute la logistique du dernier kilomètre qui utilise le vélo, que ce soit des vélos cargo, que ce soit des triporteurs, etc. etc. Alors, ce n'est pas tout le réseau parisien, mais c'est une partie du réseau parisien, et je dois dire que une des choses pour laquelle nous militons à l'échelle de la métropole et auprès de Île-de-France Mobilité, c'est d'étendre ce réseau express vélo à la métropole. Je pense que ce serait vraiment formidable si on avait un réseau express vélo métropolitain. Ça permettrait de changer complètement la donne pour la livraison du dernier kilomètre, mais également aussi pour les parcours domicile-travail. Alors, je réponds sur l'incitation. Nous avons une politique d'incitation extrêmement importante, vous le savez. Hein, nous donnons 400 € aux gens qui s'achètent un vélo ou un vélo électrique. Nous donnons 9 000 € aux gens qui s'équipent, jusqu'à 9 000 € aux gens qui s'équipent de véhicules électriques, notamment les professionnels ou les taxis. Donc la politique d'incitation de la ville, elle est très très puissante. Mais je vous le dis tout net, et notamment c'est particulièrement vrai pour la livraison de colis à domicile, s'il n'y a pas un système d'organisation et donc de régulation, nous allons dans le mur, et je ne sais pas si vous avez vu l'article du New York Times sur ce qui se passe en ce moment à Manhattan avec les livraisons Amazon, mais dites-vous bien que c'est ce qui attend Paris dans les années qui viennent, si jamais nous ne sommes pas capables de mettre en place un système de régulation. J'ajoute que vous avez quand même des opérateurs qui sont beaucoup plus coopératifs que d'autres, et qu'avec Amazon ou Uber, le dialogue est particulièrement difficile. Avec Airbnb aussi, chacun le sait. Donc il y a un moment où l'autorité publique, démocratiquement élue, elle doit prendre ses responsabilités, et c'est à ça que j'ai appelé dans ma tribune. D'accord, merci. Aréba Rehman, justement, vous, comment vous travaillez avec les collectivités de toutes les tailles, justement, pour décongestionner les villes D'accord. Merci Jean-Louis Missicap. Vous pouvez vous rapprocher tous les deux si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus. Alors, en fait, le travail... Alors, moi, je rejoins ce qu'a dit Olivier. Il y a un vrai travail à faire d'infrastructure, et on travaille donc avec les collectivités, donc notamment sur la loi LOM, où j'ai eu l'occasion de travailler avec le sénateur et de proposer un projet de loi. C'était de se dire que je vais parler là des petits villages. Sur les petits villages, par exemple, ou des petites villes où l'accès aux services et la livraison à domicile est très compliqué, parce que ces endroits-là sont généralement aujourd'hui habités par des seniors, des personnes à mobilité réduite, et qui n'ont pas en plus cette proximité des commerces de proximité.
Et par rapport à ça, en fait, la proposition que Fred Bay et MyBoxman a faite, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à se dire que la livraison effectuée, par exemple, dans le cadre de MyBoxman, puisque c'est la livraison à domicile du dernier kilomètre, est-ce qu'on ne pourrait pas, notamment, lever le plafond, de se dire exceptionnellement, dans certains cas, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce particulier-là qui fait ça pour ces personnes-là dans un périmètre bien défini, on ne pourrait pas se dire qu'on augmente le plafond de 300 € et passer au-delà. Bon, c'est un projet de loi qui a été faite dans le cadre de la mobilité pour la loi LOM, qui n'a malheureusement pas été retenu. Voilà. Donc, on avait travaillé longuement là-dessus, ça n'a pas été retenu. Maintenant, on essaye, donc, via des solutions technologiques telles que j'ai faites en janvier 2008, lorsque j'ai lancé Fred Bay, c'était de se dire, alors je suis partie de 2 constats frappants, c'était 25% des camions roulent à vide en France et plus de 50% en matière remplie. Alors évidemment, une étude ministérielle qui disait ça, quelque chose de très frappant, mais malheureusement, face à ça, on n'a pas de solution. De l'autre côté, on dit que le monde du transport est l'un des pollueurs le plus important de la planète. Et en même temps, on est face à une économie et à des consommateurs qui sont le plus exigeants et qui veulent tout de suite, à domicile, sans vouloir comprendre quoi que ce soit. Donc, évidemment, à ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut proposer ? C'est de là que du constat qui est né Fred Bay. C'est une plateforme web sur laquelle en fait on permet aux entreprises de transport et de déménagement d'optimiser tous leurs déplacements et donc de remplir leurs camions via un outil de groupage qui leur permet vraiment, via la géolocalisation, d'arriver sur cette plateforme-là et de se dire, voilà, comment on va optimiser. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que quand je suis arrivée en janvier 2008 face à des entreprises de transport et de déménagement qui n'étaient ni numérisées dans un domaine qui est quand même très conservateur, ça n'a pas été simple. Mais on arrive à changer les modalités un petit peu tout seul, ce qu'on peut faire, puisqu'aujourd'hui sur la plateforme, on a quand même 8000 entreprises qui viennent piocher dès qu'ils ont des manques à gagner sur leur déplacement français, mais pas que, et aussi en Europe. Ce qui nous permet d'être présents aussi sur des villages, sur les grandes villes. Le problème de la livraison du dernier kilomètre, alors là c'est encore tout autre. Moi je ne suis pas complètement convaincue que toutes les livraisons peuvent être faites à vélo. Et servir en fait toutes les personnes, les consommateurs en fait via les pistes cyclables existantes aujourd'hui ou via des solutions de véhicules électriques. Je ne pense pas que cette mutation va être aussi simple que ça, parce que moi au quotidien en fait je travaille du coup avec des petites entreprises, des TPE, des PME, des entreprises à société unipersonnelle, et ces entreprises-là elles peuvent y aller mais elles n'ont pas les moyens financiers. Elles n'ont pas de moyens pour convertir leur parc de véhicules. Exactement, elles n'ont pas ces moyens-là, même si il y a cette aide financière que vient de citer monsieur, mais c'est encore pas assez suffisant et c'est pas assez pour les convaincre pour faire cette mutation-là. Donc, est-ce que la solution uniquement de se dire qu'on va migrer et apporter en fait des véhicules électriques, les vélos, les triporteurs est assez satisfaisant? Je ne pense pas. Est-ce que c'est justement pas de se dire qu'il faut justement travailler à façon à optimiser tous les déplacements, à se dire que dans tous les cas, les déplacements qui vont être effectués, comment on pourrait s'en servir à bon escient et donc diminuer l'empreinte carbone. Olivier Leroux, quand on a préparé cette table ronde, j'ai l'impression d'avoir entendu le contraire. Que vous, au contraire, vous pouvez faire des camions électriques aux portes des villes et vélos cargo ensuite à l'intérieur. Notamment à Lyon, où vous faites ça, déjà ça, pour quitter un peu Paris. Moi, je pense que c'est un mixte. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire la solution, c'est de faire que ça. C'est un mix de solutions. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est bien le véhicule électrique, tout le monde parle que du véhicule électrique, mais on croit beaucoup à l'hydrogène, parce que si on regarde le véhicule électrique, aujourd'hui, personne ne sait exactement comment on va faire pour traiter les batteries au lithium. Donc c'est pas non plus, on sait que l'impact est moins fort que l'impact avec du carburant, mais véhicule thermique, mais c'est pas non plus la solution où on est sûr dans les 20 prochaines années que ça va tout régler. Donc c'est un mixte, comme vous le disiez, d'électrique, d'hydrogène, de vélo, de livraison à pied également. Mais donc il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plusieurs. Ça c'est une chose. Le deuxième point, c'est que, effectivement, ce que je disais à César quand on a préparé cette table ronde, c'est que dans la logistique urbaine, ce qui est important aujourd'hui, c'est de décongestionner les centres-villes. Il faut arrêter de faire rentrer des camions, et notamment des gros camions, dans les centres-villes. Donc nous, notre vision des choses est assez simple, c'est
On doit amener les marchandises à l'entrée des villes. Alors, on dit qu'on l'amène par des véhicules électriques. C'est une solution, mais je vais vous parler d'une autre solution dont on n'a pas parlé, c'est le transport fluvial. On peut très bien partir de, si on prend l'exemple de Bonneuil-sur-Marne, qui est juste à côté de Paris, il y a un port là-bas, on peut amener des colis jusqu'à Paris via des navettes fluviales. Ça, c'est pas électrique, hein, mais ça consomme, je ne sais pas combien de fois moins, parce que je dirais une bêtise, mais énormément moins qu'un véhicule thermique. Donc c'est une solution. On amène ça dans des hubs périurbains, et là-dessus on a besoin de l'accompagnement effectivement des collectivités publiques pour nous donner des possibilités d'accéder à des hubs périurbains, qu'on appelle donc un hub périurbain, qui est de plus petite taille. On va faire une rupture de chaîne, et c'est de là qu'on va repartir effectivement. Alors on peut repartir en vélo, à pied, on peut repartir comme vous voulez, on peut repartir avec des moyens beaucoup plus petits. Donc nous on croit à cette logistique double qui est, on organise une logistique amont à l'extérieur de la ville et on organise une logistique aval à l'intérieur de la ville. C'est deux logistiques différentes, on y vient petit à petit, mais on en est encore très très loin. Justement, il y a Cemex, le cimentier, là, qui travaille à des pousseurs de barges à hydrogène avec EDF et la Caisse des dépôts. C'est quelque chose aussi que vous pourriez accompagner, vous, pour le transport de marchandises et pas uniquement de matériaux de chantier? En fait, si je n'ai pas été clair tout à l'heure, nous on est complètement agnostique quand il s'agit de la mobilité, complètement agnostique sur le vecteur énergétique. Nous on dit juste que notre client il a un besoin, que la chaîne logistique elle a un besoin, qu'il y a des points de rupture de charge et que grosso modo on va du plus lourd au plus léger, sauf évidemment certains usages où en fait on continue à avoir d'un peu du lourd jusqu'au bout. Et que nous, à chaque segment, à chaque plateau de cette chaîne logistique, on dit qu'il y a des solutions immédiates, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans. Moi demain, s'il y a une solution de poids lourd électrique qui marche, qui est opérationnelle et qui est fiable, je me mets à en faire. Mais ce qui existe aujourd'hui de plus fiable et de plus décarboné, c'est le biogaz. Le biogaz, c'est immédiat, c'est moins 20%, moins 50% suivant votre projet, parce que vous êtes en analyse de cycle de vie et que vous valorisez des déchets existants, donc c'est des émissions évitées. Ça, c'est du quick win, c'est gagné, et on fait la partie la plus lourde du trajet la moins chère possible. Après, on a aussi une vision de long terme, qui est que dans le monde énergétique du futur, ce qui arrive, en fait, il y a un chaînon manquant qui est celui qui va permettre de stocker de l'électricité verte. Et en fait, c'est l'hydrogène qui jouera ce rôle. Donc aujourd'hui, nous, on prend des risques, on est en industriel, on assume nos responsabilités pour le développement d'une filière énergétique complètement décarbonée. On pense que l'hydrogène a sa place, mais on cherche encore les bons usages et la bonne place du coup dans la chaîne logistique de cet hydrogène concrètement, le plus concrètement du monde. Je vais vous parler d'un projet que je trouve fantastique, qui honnêtement est très dur à monter, et nous on y croit énormément, qui s'appelle Last Mile. Last Mile, c'est comment développer une infrastructure hydrogène pour justement réussir à décarboner massivement par l'usage de l'hydrogène renouvelable de ces livraisons du dernier kilomètre. Donc, où se trouve ce projet? Comment? Où se trouve ce projet? En fait, c'est un projet, il se trouve dans les cartons. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de le monter avec un partenaire exceptionnel qui s'appelle Akio Energy et qui a pris des positions radicales et fortes sur la transition énergétique. Et il s'agit en fait de déployer en fait des stations de recharge à l'échelle de la région Île-de-France pour permettre en fait pour créer un premier mini réseau de stations de recharge hydrogène vert qui permettront en fait de décarboner en fait cette logistique du dernier kilomètre. Ce que je constate quand même, parce que j'ai une équipe qui travaille sur des projets justement de déploiement de mobilité hydrogène dans toute la France, c'est que pour réussir l'hydrogène, et si vous voulez pas en fait multiplier des villages Potemkin qui ne seront juste que des bonnes raisons en fait d'abandonner l'idée. Il faut un projet économiquement cohérent, pertinent et qui répond à un vrai problème. Et il faut un mix, un alignement des planètes entre des pouvoirs publics en soutien, des industriels qui sont prêts à prendre les risques et des financeurs qui sont patients. Et un vrai usage. Et quand vous avez ça, en fait, vous avez tous les ingrédients qui sont réunis pour que ça marche. J'ajoute à ça, en fait, quand même une responsabilité gigantesque. La région Île-de-France, c'est une des premières régions économiques mondiales. C'est la vitrine de la France dans le monde. Il y a les JO 2024 qui arrivent. La France a la prétention, le gouvernement français a la prétention d'être un leader de la transition énergétique et défend ses positions
de façon très efficace et très radicale dans toutes les enceintes internationales. Donc, grosso modo, moi, ce que je vois autour de ce projet, c'est que tout y est, il faut qu'on y aille, il faut que toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent aider viennent avec nous essayer de développer ce projet. Et encore une fois, ce sera une illustration de plus qu'il n'y a pas qu'une seule solution, qu'il faut chercher les meilleurs pour aujourd'hui, mais aussi pour préparer l'avenir. Est-ce que vous travaillez justement avec les 2 grands opérateurs de la région là-dessus, qui sont le CIPEREC et le CIGUF, qui sont les grands syndicats intercommunaux d'électrification et du gaz, justement? Oui, c'est à vous, c'est la question. Qui sont en fait nos interlocuteurs, comme tout autre interlocuteur locaux, représentant en fait des autorités locales et avec lesquelles à chaque fois on discute en fonction de leurs besoins. Un jour ça va être de l'électricité, demain ce sera probablement de l'hydrogène, et nous on a une vocation en fait à 2 niveaux d'industriel qui sait apporter des solutions et qui sait répondre hic et nunc à une demande aujourd'hui, mais on a aussi l'ambition d'être le partenaire qui saura accompagner sur le long terme le design d'une mobilité décarbonée. Harry Barreman, est-ce que vous accompagnez justement vos clients, là je ne parle pas des particuliers, je parle vraiment des opérateurs, vers la transition écologique de leur parc? Vous leur faites un peu de veille réglementaire pour eux? Est-ce que vous essayez de co-construire les projets de loi? Absolument, ouais, nous essayons, et c'est la lutte que je fais depuis 2008 maintenant, avec Fred Bay et My Boxman. C'est pas simple, et c'est pour ça que je disais que les entreprises, en fait, on parle beaucoup de poids lourds, ou on pense beaucoup aux grosses entreprises, sauf que sur le terrain, les vraies entreprises concernées, ce sont des petites PME, des petites TPE qui ont peur. Ils ont très peur parce que ils entendent beaucoup de sujets autour de le sujet de la table ronde, de cette transformation, de ce changement, mais pas assez d'informations. Ils ont l'impression d'être pas assez accompagnés, et en même temps ils disent mais en fait on s'en fiche. Parce que nous, de toute façon, la livraison, on en aura toujours à faire. On aura toujours du transport, et qu'on n'arrive pas à trouver depuis des années de véritables solutions. Donc, on essaye, nous, avec ce qu'on peut, de les sensibiliser au quotidien. Donc, déjà, rien qu'utiliser un outil numérique pour leur dire, vous pouvez faire du groupage, ne roulez pas vite parce que c'est mauvais pour la planète, mais en même temps, on vous aide à faire plus de chiffre d'affaires, etc. On a essayé un petit peu, on a réussi à changer les mentalités. Maintenant, ce qu'on fait, c'est justement de travailler avec des partenaires au fur et à mesure que les partenaires sont intéressés, des transporteurs en déménageurs sont intéressés par telle ou telle solution, on les oriente vers ces partenaires-là. Mais malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a signé un partenariat avec Ford, au niveau global, et justement toutes les entreprises en fait qui souhaitent changer par exemple leur véhicule et passer sur le green, aujourd'hui c'est vers Ford qu'on les oriente. Alors pourquoi pas, alors j'ai envie de dire Ford parce que c'est arrivé un petit peu par hasard, donc c'est une anecdote. On a rencontré Bill Ford sur un événement qui a tout de suite tilté, et voilà pourquoi le partenariat a été signé. Et on est encore allé plus loin, c'était de se dire que en fait à bord de son véhicule Ford, on a intégré la solution de livraison. Ça veut dire qu'en fait lorsqu'on fait son trajet, on peut directement, sans le portable, sans rien, avoir toutes les notifications de la livraison disponible sur son itinéraire, et vocalement on peut dire j'accepte ou je refuse pour pouvoir faire les livraisons. Encore une fois, l'idée c'est de décongestionner toutes les villes, les grandes villes, et se servir de la technologie et des trajets qui sont dans tous les cas effectués. Alors nous on est vraiment dans cette démarche-là à chaque fois. Sans faire de pub pour des transporteurs, avec qui travaillez-vous, Olivier Leroux? Alors nous aujourd'hui on a sur la partie véhicule, je dirais pour faire simple, sur les petits véhicules, le groupe Renault est plutôt en avance, on va dire, par rapport avec leur filiale Nissan, sans faire de marque. C'est ceux qui fonctionnent plutôt bien aujourd'hui. Sur les plus gros véhicules,
Je dirais que le meilleur rapport qualité-prix qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est peut-être le groupe Volkswagen qui le propose, si on reste sur les véhicules électriques hein, essentiellement. Donc nous, on travaille un peu avec ces deux enseignes-là. Je voudrais juste rebondir sur un petit point. Par rapport nous aussi, on travaille avec des petits transporteurs et des petites entreprises locales, etc. Je ne crois pas qu'il faut avoir une vision trop négative en disant « oui, ça coûte cher de faire du transport propre ». C'est vrai, c'est une réalité. Maintenant, il y a des incitants qui existent, premièrement. Et deuxièmement, nous, on constate en 2019, en 2018, faire du transport propre, c'était un argument marketing. En 2019, il y a eu pour nous un vrai basculement. Et aujourd'hui, c'est plus un argument marketing, c'est une obligation qui est demandée par nos clients. Et c'est un enjeu de demain qui devient un enjeu business. C'est-à-dire que nous, on est convaincus qu'en 2020, 2021, ça va aller très vite. Ceux qui ne se positionneront pas sur ces moyens propres ne pourront plus développer leurs activités. Et on est persuadé qu'il y a des enjeux business hyper importants à accompagner cette transition écologique. Et donc du coup, par conséquent, nos partenaires aujourd'hui sont quand même motivés à nous accompagner sur ces moyens-là, parce qu'on se rend compte que ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une priorité, ils ont un peu une prime au premier accédant, ils ont une priorité sur les business qu'on propose. Donc nous aujourd'hui, ceux qui sont capables de nous accompagner, on leur donne des garanties beaucoup plus fortes que ceux qui ne nous accompagnent pas. Et donc, on est persuadé que ce basculement va aller dans le bon sens et va être rapide, même pour ces petites entreprises. Ahmed Genaoui. Ah ouais, complètement d'accord. J'adhère sans réserve au point de vue. En fait, pour le dire franchement, là, on n'est plus sur un sujet comment dirais-je, de vœux pieux et de belles âmes qui cherchent à sauver la planète. C'est un sujet opérationnel, c'est un sujet réel en fait. C'est un sujet économique, c'est évidemment un sujet de développement économique durable, mais un sujet strictement business qui est que les logisticiens, comment ils vont faire quand leurs véhicules ne pourront plus entrer dans Paris, tout simplement, et ça arrive. Ça va commencer, ça a déjà commencé avec la zone à faible émission. Voilà, donc ça arrive. Et ensuite, les constructeurs ont eux-mêmes tout un tas d'exigences réglementaires qui leur tombent dessus, qui vont faire qu'ils vont devoir shifter massivement sur des solutions décarbonées. Et encore une fois, nous notre analyse du sujet, c'est qu'aujourd'hui, développement durable et business, c'est parallèle. C'est plus orthogonal, j'en fais un peu ici et j'en fais un peu là. Les deux doivent aller ensemble. Et pour rebondir sur ce que vous disiez aussi, et c'est vrai que peut-être qu'on a un peu perdu de vue ce sujet pendant la discussion et qu'on s'est laissé emporter peut-être sur des considérations un peu plus macro. Il faut vraiment insister sur, ça va, je pense, un peu plus concerner aussi le métier de logisticien plus que le métier d'énergéticien, mais de comment on fait pour supprimer ce qui ne sera plus compétitif, ce qui n'a plus vocation à exister dans le monde qui se dessine, et comment on fait pour optimiser tout ce qui continue à être nécessaire en réfléchissant à des solutions du type de celles que vous montriez. Et grosso modo, en fait, comment on lutte contre le gaspillage des déplacements, des déplacements qui n'auront plus leur place en fait demain. Rayman, vous souhaitiez réagir et j'ai fait réagir Ahmed, donc à vous. Non, il n'y a pas de. Je suis d'accord avec ce que dit Olivier. Évidemment, si on parle de 2019 ou du futur, c'est quelque chose sur lequel tout le monde se positionne. Mais aujourd'hui, moi, le sentiment que j'ai avec mes 8000 partenaires transporteurs, c'est que ça ne va pas assez vite. Et ça, c'est la réalité des choses. Ça ne va pas assez vite. Alors oui, on parle de toutes les solutions existantes, on les connaît tous, mais n'empêche qu'aujourd'hui, ça ne va pas assez vite, en tout cas pour mes 8000 partenaires sur... Alors je repose la question autrement. Qui doit accélérer, les constructeurs ou les équipementiers? Il y a la co-entreprise, Michelin, Symbio, FCL et Forestia, par exemple, qui permet de déployer la pile à combustible et l'hydrogène pour faire de la véhicule électrique longue distance. Alors, les constructeurs doivent évidemment aller plus vite que ce qu'ils font aujourd'hui, mais encore une fois, j'essaye d'être positif dans la démarche parce que je pense qu'il faut être positif dans cette transition. Elle est tellement difficile, cette transition écologique, que je pense que si on a un message en disant c'est dur, etc., ça va être encore plus dur. Donc, on essaye d'avoir un message un peu positif. Et je vais donner un exemple concret constructif. En janvier 2019, on était incapable de faire une journée entière de livraison à Paris avec un véhicule de plus de 10 mètres cubes en électrique. Voilà. En novembre 2019, donc c'est quand même quelques mois après, on est capable de le faire.
Donc il faut quand même voir que sur les espaces temps courts, il y a quand même eu une évolution et on est capable de le faire à un prix raisonnable, je précise, pas à un prix démesuré. Donc évidemment, il y a plein d'efforts à faire, évidemment, il y a plein de choses à mettre en place. Évidemment, on est très loin de la fin de cette transition écologique, mais je regarde quand même dans mon rétroviseur et je vois qu'en 2019, il y a une sensibilisation qui n'était pas le cas l'année dernière, je trouve, premièrement, et deux, il y a quand même au niveau des équipementiers et des constructeurs de nouvelles solutions qui se présentent à nous, qui sont de plus en plus faites pour les métiers de la livraison du dernier kilomètre. Vous voulez dire quelque chose, oui. Pour prolonger, la tâche est titanesque. Voilà. Non mais franchement, donc en fait là on pose des idées, mais après c'est que de la sueur, parce que on parle de quelque chose qui est vraiment gigantesque et en fait qui nous dépasse tous. Donc c'est sûr que si on commence en disant on n'y arrivera jamais, on peut chacun rentrer chez soi et regarder Netflix. Mais je pense, en fait je le sens aussi, ça frémit, il y a quelque chose qui commence à partir. Moi, ma conviction, ce que j'apporterais comme peut-être un point de vue un peu plus centré sur l'énergéticien, c'est qu'on a besoin de projets qui marchent. Voilà. Parce que les cimetières à projets, ça fait que du coup, on se décourage. On gaspille notamment des deniers publics et du temps de travail collectif. Et on se retrouve en fait au point de départ sans avoir avancé. C'est pour ça que nous, en tout cas, dans mon équipe Pôle Mobilité, on essaye vraiment d'être très pointu sur les ambitions du projet et tout ce qu'on sait apporter pour que ça marche, qu'on essaye d'agréger, de créer des écosystèmes, de faire la poule et l'œuf en même temps, même si on ne sait pas financièrement porter en même temps la poule et l'œuf, et de faire monter en fait collectivement tout l'écosystème. Parce que pour remettre un peu de perspective, les carburants, les véhicules à motorisation, comment dirais-je, à motorisation verte, disons, ne représentent jamais que 1,5% de tout ce qui roule en France. Hein. Donc on parle d'un espace petit comme un mouchoir de poche, quoi. Et que en fait le sujet c'est pas qui va gagner dans cet espace petit comme un mouchoir de poche, c'est comment l'écosystème et toutes les parties prenantes du secteur des transports et de la mobilité font que pour que cet espace grandisse. Et puis un jour on se mettra à parler plus sérieusement, plus précisément de compétition, de concurrence, de qui achète l'autre, etc., etc. Alors, juste très concrètement, un mot très concret, puisque vous dites on parle des projets qui marchent. Dans la transition écologique, on parle beaucoup, mais on fait pas grand-chose, je trouve. Bah nous, alors, on fait. Moi, je vais vous dire quand même. Donc, je vais vous parler. Je parle pas de vous en particulier. Société NJ, Isabelle Cogère, qui a pris une décision radicale de transformer le groupe. Juste pour vous dire. Donc concrètement, je rebondis sur ce que vous dites. Concrètement, nous, une très grande enseigne du meuble mondial nous a demandé en janvier 2019 d'être capable de livrer en janvier 2020 de manière verte à Paris. Ben, on a réussi à le faire avant le début de l'année 2020. Donc il y a quand même des projets qui arrivent même à naître avant la date prévue. Donc il y a quand même des choses qui se font et heureusement il y a des projets qui marchent. Ce grand magasin vient d'ouvrir une enseigne à Paris, pas loin d'ici, et a également installé un grand entrepôt à 5 km de Paris, à Gennevilliers, près du port, près des voies ferrées, tout ça justement pour optimiser. Avec un projet fluvial aussi d'ailleurs. Voilà, oui. Mais que les plus motivés se réunissent et travaillent ensemble, et je suis sûr qu'on avalera des kilomètres. Un dernier mot, Areba, pour conclure sur cet optimisme. Alors évidemment, on est tous très optimistes. Évidemment, on a tous des demandes de clients, de partenaires. On sait y répondre. Maintenant, quand je dis aller vite, pour moi, c'est les collectivités, c'est l'investissement aux infrastructures adaptées pour les livraisons. C'est surtout ça, en fait, dont je parlais. Aujourd'hui, la livraison telle que nous, on la propose, j'ai envie de dire que c'est une... Alors, j'ai envie de dire non, parce qu'on a nos clients et des très grandes enseignes aujourd'hui, des grands groupes qui l'ont adopté et qui le voient aussi comme une alternative que de se dire que finalement, encore une fois, c'est de se dire qu'un déplacement qui va dans tous les cas être effectué, on peut en profiter pour aller livrer son même client qui est venu au magasin et qui va partir, rentrer chez lui, pourquoi pas prendre 1 ou 2 sacs en plus pour aller livrer son voisin.
Donc, c'est pour, encore une fois, décongestionner. Je reste vraiment sur cette solution. Merci à vous.